Alors bonjour à tout le monde, je suis Guillaume Poumadé, responsable marketing d'Intranet Inside. Je suis en compagnie d'Adrien Marchand. Bonjour à tous, Adrien. Donc, certains me connaissent, directeur d'Intranet Inside. Et on a le plaisir d'animer ce webinaire dédié aux clés pour réussir votre projet ou de lancement ou de refonte de votre intranet. Oui, l'idée pendant une 30 minutes, c'est de vous donner les clés pour réussir votre projet, que vous soyez en cours de réflexion, en cours de création ou même que vous ayez déjà un projet intranet. Je pense qu'il y aura quelques clés pour vous aider à bien gérer votre projet, voilà, même s'il est déjà en ligne. Très bien. En attendant encore quelques participants, je vous propose une petite question pour justement faire un petit icebreaker parce que nous voyons le chat, mais on ne vous voit pas malheureusement. J'aimerais savoir d'où vous êtes actuellement positionné en France ou en dehors de la France. Donc, par exemple, moi et Adrien, nous sommes dans les locaux d'Intranet Inside à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes localisé? Alors, Nantes. Bonjour Stéphanie. Paris, Amélie. Salomé, Clermont-Ferrand. Paris. Avons-nous des personnes qui sont en dehors de France? Alors, Paris. Ah oui, Paris bien représenté. Très bien, là je vois qu'on est une petite trentaine, donc on va pouvoir lancer le webinaire. Alors Adrien, pour commencer, est-ce que tu peux très rapidement représenter Intranet Inside? Oui, bien sûr, c'est pas l'enjeu du webinaire, c'est surtout de parler de votre projet, mais en 2 mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Intranet Inside, ça fait 10 ans que nous créons des intranets et qu'on a essayé de concevoir une solution pour sublimer votre communication interne. Donc, dans le monde de l'intranet, on aime se différencier par rapport à 3 points principaux. Le premier, c'est le design. On est persuadé qu'il faut séduire les utilisateurs comme on séduirait des clients et on cherche à avoir la solution la plus simple et la plus personnalisée graphiquement. C'est vraiment ce qui va nous différencier par rapport aux autres solutions d'intranet. Le deuxième point qu'on met moins en avant, mais que les clients nous remontent souvent, c'est l'interface de publication qui est simplissime. On essaie de pas passer par le back-office pour gérer son intranet au quotidien. Le troisième point, pour le coup, c'est une vraie valeur ajoutée, ça va être l'accompagnement. Puisque là où pas mal de concurrents aujourd'hui se positionnent uniquement sur la solution, on va nous vraiment prévoir de la gestion de projet tout au long du projet pour vous accompagner de A à Z, que ce soit sur tout ce qu'on va voir aujourd'hui, créer l'arborescence, créer sa page d'accueil, réfléchir au contenu, jusqu'à la mise en ligne. On pense qu'un projet intranet, c'est nécessaire de se faire accompagner pour que le projet soit une réussite. Et aujourd'hui, on va vous donner 2-3 clés de ce que justement on fait lors de cette gestion de projet. D'ailleurs, aujourd'hui, Adrien, on accompagne plus de 120 clients à travers la France. Oui. Tu peux nous les présenter un peu? Bien sûr, même 150 si on compte les extranets, les brand centers, puisque le projet intranet peut être assez hybride selon ses caractéristiques. Mais aujourd'hui, on travaille de la PME jusqu'au grand groupe. Je sais que par exemple, il y a le logo FP, il y a Caroline, Amélie qui sont normalement à nos côtés. Bonjour à vous. On travaille aussi avec des villes depuis quelques temps, la ville de Sceaux, de Courchevel, de Plaisir ou des hôpitaux. Ce qui est intéressant dans l'intranet, c'est déjà que dès qu'on est plus de 100 dans une structure, on a besoin d'un intranet pour communiquer. Et pour nous, ce qui est passionnant, c'est de voir un peu les activités des uns et des autres. On va se nourrir de ces expériences. Et de ces expériences, on en tire quelques conseils qu'on va vous livrer, je crois, à partir de maintenant. C'est ça. Donc, avant de commencer, un petit chiffre clé, un petit chiffre pour bien lancer le webinaire, c'est qu'aujourd'hui, l'intranet est vraiment devenu l'outil indispensable pour 2 entreprises sur 3. Tellement indispensable que de nombreuses sociétés se posent la question aujourd'hui de lancer, si elles n'ont pas d'intranet, ou de refondre leur intranet pour justement donner un coup de boost à leur communication interne. Et donc, c'est pour cela qu'avec Adrien, on a décidé de vous partager 9 clés, 9 conseils stratégiques pour réussir votre projet. Le premier, Adrien, c'est de s'interroger sur le why. Oui, et d'ailleurs, je pense que les conseils qu'on va donner sont aussi valables si votre projet est plus un réseau social d'entreprise, une digital workplace ou même un projet à nature documentaire. Le but et le why, c'est aussi une dédicace à Fabienne qui est parmi nos auditeurs, c'est de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi on se lance dans ce projet, pourquoi on dépense de l'argent, pourquoi on va passer du temps, pourquoi on va faire des réunions. C'est de savoir pourquoi on le fait. Et donc là, si tu veux passer le slide, évidemment, généralement, je vois Fabienne qui réagit dans le chat. Oui, pourquoi on fait ce projet? Généralement, un projet d'intranet, c'est quand même pour diffuser la communication interne. C'est l'enjeu numéro 1. C'est généralement pour ça qu'on se lance dans cette aventure. Mais ça peut aussi apporter tout un tas d'autres bénéfices. On pense à un sujet pas mal tendance en ce moment qui est l'intégration des nouveaux, ce qu'on appelle l'onboarding, pour
que quelqu'un qui arrive dans une entreprise ait les clés en un minimum de temps, l'intranet a un rôle assez fort à jouer. Est-ce que le comité de direction de l'entreprise a défini une nouvelle stratégie et souhaite la déployer auprès de tous les collaborateurs? Auquel cas, l'intranet peut aussi avoir ce rôle-là. Voilà, l'idée, c'est de poser à plat les objectifs. Pourquoi on fait ça? Et tout le long du projet, qui dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, on ira regarder ces objectifs et se dire, vous vous souvenez, on a fait ce projet pour une bonne raison. On veut ouvrir le collaboratif, on veut être accessible dans tous les pays. Peu importe l'objectif, c'est important de s'y référer à chaque fois qu'on va prendre une décision sur le projet. Par exemple, qu'est-ce qu'on met sur la page d'accueil? Donc voilà, définissez un peu l'objectif du projet. Et l'ensemble de ces objectifs doivent être co-construits avec la direction ou du moins validés par cette dernière. Alors, le deuxième élément, c'est d'impliquer vos collaborateurs. Alors, pour ce faire, il y a différents outils qui existent. Nous, on va vous en proposer 2. Le premier, c'est tout ce qui est la définition des personas, les profils types des utilisateurs de votre intranet. Alors, pour le coup, vous pouvez utiliser plusieurs outils pour les faire. Alors, d'un côté, vous pouvez vous baser sur le rôle que vont avoir les utilisateurs sur l'intranet. On va parler de contributeurs quand ils vont uniquement partager de l'information. Les ambassadeurs, ce sont plutôt les utilisateurs contributeurs VIP, les premium, ou les administrateurs, ceux qui vont administrer au quotidien l'intranet de l'organisation. Vous pouvez également vous baser sur le rôle dans l'organisation. Est-ce que ça va être plutôt un collaborateur ou un manager, sachant que très souvent, on relie aussi les rôles de l'intranet au rôle dans l'organisation. Et là, vous allez pouvoir ensuite construire différents profils. Alors, on n'allait jamais au-delà de 5 profils. Comme là, par exemple, vous avez le profil de Bertrand sur le côté qui est responsable commercial. On pourrait imaginer dans l'intranet que le commercial est un profil type d'utilisateur de l'intranet. Eh ben, on va lui créer un verbatim. Donc voilà, c'est quoi aujourd'hui son pain point, son profil informatique. Est-ce qu'il est deskless? Est-ce qu'il a un téléphone mobile? Est-ce qu'il s'en sert souvent ou non? Et ses habitudes d'utilisation de l'intranet. Et une fois qu'on a réussi à construire ce profil type d'utilisateur de l'intranet, et on va pouvoir décliner ensuite la stratégie de com interne. Le deuxième élément qui est beaucoup plus participatif, c'est toute la partie sondage collaborateur. Je vous invite à sonder vos équipes pour savoir en gros quels sont leurs besoins au niveau de la communication interne. Vous pouvez pour ce faire utiliser soit des outils en ligne, donc vous pouvez utiliser les SurveyMonkey pour faire des enquêtes ou des Google Forms, ou directement mener des enquêtes en one-to-one. Par exemple, au détour d'une pause café avec la machine à café, vous arrivez, vous avez le questionnaire et vous essayez d'interpeller telle ou telle personne pour obtenir un maximum de feedback. C'est très important parce que vous allez récupérer de l'information clé du terrain et vous allez pouvoir aussi impliquer l'ensemble de vos équipes en amont du projet. Et petit tips aussi, c'est qu'en posant vos questions à vos utilisateurs, à vos équipes, vous allez pouvoir identifier les potentiels ambassadeurs du projet, mais aussi les potentiels détracteurs. Car on sait que dans certains projets, on a des personnes qui sont contre le changement des outils, notamment dans les outils IT. Et donc, ça vous permet de les identifier, de les rassurer et de les accompagner. Oui, tout à fait, Guillaume. On me demande souvent quel temps il faut prévoir à ça, combien d'ateliers métiers il faut prévoir. Je pense que parfois, il ne faut pas non plus s'égarer à interroger tous les départements quand on a une vision claire du projet et que les objectifs sont clairs. Donc, c'est vraiment à dimensionner par rapport à la taille de l'entreprise, du projet. Si on veut un projet assez pragmatique, on sait ce qu'on veut, on peut éventuellement envoyer un sondage pour impliquer les gens, mais ne pas forcément faire durer cette phase pendant 1 ou 2 mois, puisque on risque aussi de s'y perdre, puisque tout le monde a son avis à donner sur le projet. Donc voilà, à doser par rapport à la culture d'entreprise, par rapport à la durée du projet et par rapport à vos certitudes aussi sur la manière dont on va concevoir l'intranet. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous partager un modèle de sondage en ligne si jamais vous souhaitez mener un sondage. Je vais le faire pendant que Adrien va vous présenter la partie suivante qui est la formalisation des besoins. Oui, tout à fait. Qui dit intranet dit aussi projet informatique. Je crois que c'est la spécificité d'un projet intranet, c'est d'être au milieu de la communication, des RH aussi et de l'informatique. Et du coup, comme dans tout projet informatique, c'est pas le plus marrant, mais il s'agit de formaliser le besoin dans un cahier des charges. Alors, le mot cahier des charges peut faire peur. Nous, on pense qu'il faut aussi pas hésiter à simplement dédramatiser ce document, en faire un fichier Word d'1, 2, 3 pages pour caler au moins les choses que vous savez. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une multitude de solutions et on a du mal à caler le besoin parce que potentiellement, le projet va se construire en fonction des solutions qu'on va choisir. Néanmoins, il y a des choses qu'aujourd'hui, avant le lancement du projet ou pendant, vous le savez. Combien d'utilisateurs il va y avoir, quelles sont les cibles de l'intranet, les personas dont parlait Guillaume, quels sont les objectifs, est-ce qu'il y a des contraintes de l'IT, est-ce qu'on doit faire du SharePoint ou est-ce qu'on doit héberger en SaaS pour pas l'héberger dans notre infrastructure. Ça, c'est des choses que vous pouvez commencer à poser à plat en amont
et qui permettront aux prestataires de mieux cadrer le projet. Je pense au planning. Si on a besoin de lancer le projet à la rentrée, comme c'est beaucoup le cas en ce moment, on veut son intranet en septembre pour lancer une nouvelle impulsion auprès des équipes. Il faut noter ces contraintes-là. Et bien sûr, le budget, s'il y a une enveloppe allouée dans l'entreprise, c'est toujours intéressant de l'indiquer. Ça va permettre aussi de choisir derrière sa solution. Est-ce qu'on est sur un projet qu'on veut très ambitieux, auquel cas on peut s'allouer un planning plus long, ou alors un budget très limité, auquel cas on va peut-être prendre une solution en SaaS sur lequel on va mettre sa carte bancaire pour lancer l'outil et puis il sera déployé rapidement. Donc voilà, ces différents points, vous les maîtrisez, vous les connaissez. C'est pas aux prestataires, aux partenaires de les apporter. Donc calez-les dans un cahier des charges. Là aussi, on a un modèle. Mais voilà, l'idée, c'est en quelques pages, c'est quand même important et même de s'y référer après pendant tout le reste du projet. Tout à fait. Et en parallèle de ce cahier des charges, on va vous inviter aussi à réfléchir en amont à l'organisation du contenu sous la forme d'une arborescence. Oui, l'arborescence, c'est essentiel. C'est parfois un document un peu fastidieux. Souvent, on commence les festivités lorsqu'on lance un projet avec ce document. Alors, c'est moins sympa que regarder des belles maquettes graphiques ou une démo. Néanmoins, c'est important de savoir ce qu'il y aura sur ce futur intranet. Aujourd'hui, on peut appeler ça le rubricage. Je compare ça parfois à une commode dans laquelle il y aura un tiroir à chaussettes, un tiroir à t-shirt. Mais là, c'est pareil. Quelle rubrique on veut mettre sur cet intranet et qu'est-ce qu'on veut y mettre comme contenu? On pourra avoir un très bel intranet, mais ça restera une coquille. Et ce qui est important, c'est de savoir le contenu qu'on veut y véhiculer. Et pour ça, rien de mieux que l'exercice de l'arborescence. Alors, ça peut prendre la forme très simpliste, comme on le voit sur l'écran. Accueil, qu'est-ce qu'il y a sur la page d'accueil? Est-ce qu'il y a les nouveaux arrivants pour leur souhaiter la bienvenue? Est-ce qu'on fait un espace ressources humaines? On va peut-être demander aux ressources humaines s'ils veulent être mises en avant. Et donc là, on voit un exemple d'arborescence un peu plus évolué qui est fait sur l'outil Xmind. C'est un outil qui est gratuit, qui est en ligne, donc il ne faut pas s'en priver, même si PowerPoint fonctionne aussi très bien. Mais ça va permettre de mettre ses idées au clair. Alors généralement, nous, on accompagne les clients là-dessus. Mais ça vaut toujours le coup, pourquoi pas, si le chef de projet chez vous a une heure pour s'investir un peu, pour caler, organiser un peu le contenu, savoir ce qu'il y aura dans le menu principal, savoir ce qu'il y aura sur la page d'accueil. L'exercice de l'arborescence est quand même assez intéressant puisqu'en une photographie A4, on peut voir tout ce qui se passe sur le projet. On trouve que c'est même presque plus parlant qu'un cahier des charges. Un cahier des charges, parfois des gens ont du mal à le relire, parfois il va être obsolète selon le choix de la solution qu'on va avoir. L'arborescence, elle ne trompe pas. On voit ce qu'il y a dans chaque rubrique. Ça permet de voir aussi si c'est trop complexe qu'on avait en tête. Je me souviens d'un intranet où on a migré à 7000 contenus. On a essayé d'aller simplifier ça avec un menu beaucoup plus simple pour que les collaborateurs puissent accéder à un contenu en 2 clics. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'arborescence. Et encore une fois, vous pouvez télécharger ce modèle-là sur notre site si ça vous intéresse de vous plier à l'exercice. Et puis sinon, nous, on le fait aussi pour les clients. Tout à fait. Ensuite, un autre élément qui est extrêmement important, c'est de donner une âme à votre plateforme, à votre intranet. Aujourd'hui, c'est très simple. L'intranet est l'outil digital, l'outil numérique qui est le plus personnalisable. C'est simple. Il n'y a pas un intranet qui ressemble à un autre intranet. On peut personnaliser à la fois les contenus, mais on peut aussi personnaliser tout l'enrobage, le contour de l'intranet. Alors, voici quelques exemples des éléments que vous allez pouvoir personnaliser sur votre intranet. Alors, la première chose, en général, c'est le nom. On va donner un nom à son intranet. Alors, il y a de nombreuses écoles autour du nom. Il y a les personnes qui sont plutôt adeptes d'avoir des noms très simplistes. Intranet, dojo, campus, etc. Mais certaines personnes aiment bien personnifier leur intranet en lui donnant un prénom. Moi, j'ai vu dans certains projets des prénoms comme Clémentine ou Amandine, ce qui permet vraiment de dire, tiens, Robert a une question, au lieu de la poser directement à son collaborateur, le collaborateur va lui répondre, va demander à Clémentine. Ça, je l'ai déjà vu dans un projet passé. Et une fois que vous avez choisi un nom assez sympa, vous pouvez même inciter vos collaborateurs à voter pour choisir le nom du futur intranet. Et vous pouvez décliner son nom sous la forme d'un logo. Et là, face à la partie créa, le logo est extrêmement important. À l'image du logo de votre entreprise, donner un logo assez attractif à votre intranet va vous permettre vraiment de lui donner un corps, une vie propre. Au-delà de l'URL, n'est-ce pas, Adrien? Oui, l'URL, c'est quelque chose auquel on pense jamais quand on lance le projet intranet, mais pour le coup d'expérience, j'ai vu pas mal d'intranets, notamment sur SharePoint ou des URL internes où l'URL ne pouvait pas être mémorisée. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir aussi à une URL, donc ce qu'on tape dans Chrome ou Edge, qui soit assez cohérent. Par exemple, si on donne un nom, je sais pas, Bernard à son intranet, on tape bernard.monentreprise.com pour retrouver l'intranet, ça permet de favoriser son adoption.
Si jamais on l'a plus dans l'historique de son navigateur, on peut le retrouver assez simplement. Donc voilà, que l'intranet soit accessible sur le réseau local. Parfois, si les URL changent quand c'est dans des grands groupes, on a des URL assez complexes qui sont juste après le slash. Quand l'intranet est ouvert à Internet, on a HTTP devant. Et donc, je pense que c'est un point qui est souvent négligé, mais il faut que ça soit cohérent avec le nom de l'intranet. Par exemple, si on a donné un nom à l'intranet, on va pas donner l'URL intranet.monentreprise.com. C'est intéressant. Voilà, c'est une petite chose à laquelle on pense pas souvent, mais qui est importante. Tout à fait. Là, vous avez des exemples de logos qu'on a pu créer pour l'inspiration pour nos clients. Mais j'ai également vu des noms assez comiques dans d'autres projets, à l'image de Cerveau, parce que le nom du client, c'était les initiales VO, donc ça faisait cerveau parce que ça servait la connaissance. Mais j'ai également vu Lunettes pour le côté lecture, la lecture est nette. Donc voilà, c'était lu.net. Donc n'hésitez pas à jouer avec le nom, le logo et l'URL de vos intranets, car c'est vraiment un outil de communication, surtout un outil de communication interne. Donc n'hésitez pas à jouer avec tout cela. Et d'ailleurs, en parlant de l'URL, je vois quelqu'un dans le chat qui demande si c'est pas intéressant d'avoir l'intranet qui s'ouvre automatiquement quand on se connecte sur son ordinateur. Évidemment, c'est une grande question qu'on se pose. Les clients nous demandent souvent si on peut le forcer en tant que page d'accueil du navigateur. Nous, on trouve ça parfois assez intrusif. Et ça peut aussi fausser les stats parce que si l'intranet s'ouvre à chaque fois qu'on ouvre Internet Explorer, enfin Edge ou Chrome, on aura du mal à analyser les vraies visites. Donc, il y a débat aussi sur ce point. Parfois, c'est la direction générale qui demande à imposer l'ouverture de l'intranet quand on ouvre son bureau virtuel. Voilà, il y a débat là-dessus, mais c'est vrai que ça peut être aussi une bonne pratique si on a peur du taux d'adoption de l'intranet, de le forcer à l'ouverture de son bureau virtuel ou de son ordinateur. Alors, on a vu le côté nom, on a trouvé un beau nom pour son intranet. On a fait choisir le logo et on a l'URL. Maintenant, on va s'intéresser aussi à toute la partie design, car un intranet qui est beau et design va donner envie à vos collaborateurs de se connecter, n'est-ce pas, Adrien? Oui, c'est aussi notre spécialité. Donc ça, c'est notre marque de fabrique, d'essayer de concevoir un intranet qui séduit les collaborateurs. C'est d'ailleurs pour ça, il y a 10 ans, qu'on a créé Intranet Inside, puisqu'à l'époque, c'était la mode du e-commerce. On cherchait à séduire à tout prix les clients, les prospects. Et on s'est dit que c'était dommage de ne pas appliquer les mêmes règles à la com interne, puisque les employés, les collaborateurs sont aussi les premiers clients de l'entreprise. Et donc, faire du beau, pour faire de l'agréable, faire du séduisant, ça ne veut pas forcément dire avoir une surenchère graphique, puisque parfois le simple est aussi à recommander. Donc là-dessus, nous, on vous recommande de ne pas négliger la partie graphique. J'ai vu récemment un directeur de la communication qui voulait que son intranet reflète toute la nouvelle charte graphique d'une manière assez imposante comme sur un site. Donc, il faut faire quand même attention à ce que le contenu puisse être mis en avant versus le contenant. Donc pas hésiter à faire plusieurs tests de maquettes, de faire appel à un graphiste professionnel pour tester le logo, des visuels sur la page d'accueil, même dans les pages intérieures, quand on est sur son annuaire des collaborateurs, sur sa gestion des documents. Pourquoi pas avoir des petites déclinaisons graphiques. Je me souviens du premier intranet sur lequel j'avais travaillé, moi, il y a bientôt 13 ans, je crois, pour le groupe Sopexa, qui est dans l'agroalimentaire. On avait un canard sur une page, un cochon, du fromage, et ça rendait, franchement, le côté, sans être une surcouche trop imposante, ça rendait vraiment la navigation très sympa. Et du coup, il y avait un côté ludique qui donnait vraiment envie aux gens d'aller voir toutes les pages et de découvrir le contenu, même corporate, de l'entreprise. Donc, une partie importante, cette partie graphique. Alors, en parallèle de tous ces éléments, vous pouvez également nommer votre comité éditorial. Alors, le comité éditorial, bien évidemment, il va évoluer au fur et à mesure de la vie de votre intranet. Mais dès le départ du projet, n'hésitez pas à le nommer, ce comité éditorial. Il peut être soit monoservice, très centré autour de la communication et de la communication interne, mais il peut aussi être multiservice en impliquant un maximum de personnes. Ce comité éditorial va également travailler sur l'arborescence de l'intranet parce qu'il va reprendre les contenus principaux qui vont être intégrés dans l'intranet, les contenus soit liés à la reprise, à la refonte de l'intranet, soit des contenus qui vont devoir être créés à l'initial, au lancement du projet. Et il va également aussi animer la vie de l'intranet, donc comme je disais, toute la partie création de contenu qu'il va falloir ensuite publier au fur et à mesure de la vie de l'intranet. Alors, pour le coup, il existe de nombreux types de contenus sur lesquels va travailler le comité éditorial. Tous les contenus autour de la vie de l'entreprise, les contenus corporate, le message du président, les informations clés, les chiffres clés du mois, etc. Mais également les actualités des différents services, les actualités RH, est-ce qu'il y a des nouveaux process qui sont mis en place, etc. On peut également partager aujourd'hui, alors ça c'est une grosse force aussi d'Intranet Inside, on peut partager des contenus commerciaux sous la forme de catalogue.
pour pouvoir mettre tout le temps à jour l'ensemble des éléments du service commercial. Et mon petit conseil, c'est de mettre des espaces dédiés à tout ce qui est vie extra-professionnelle. Donc, n'hésitez pas à inclure au-delà du comité éditorial l'ensemble des ambassadeurs, des contributeurs de l'intranet en partageant des contenus en dehors de la vie de l'entreprise, comme par exemple des recettes de cuisine ou des concours voilà, que vous pouvez lancer sur l'intranet. C'est toujours des choses extrêmement importantes. Oui, voilà, ça peut donner du rythme. Moi, je pense qu'il faut dédramatiser aussi, parce que sachant qu'on a des gros clients comme des petits, le comité éditorial, ça peut mettre un petit coup de pression quand on lance ce projet. Parfois, l'intranet est aussi piloté par un responsable RH, un responsable de communication. Ça peut être aussi centralisé sur une personne, même si, bien sûr, plus l'intranet reflète la vie de l'entreprise, plus c'est important que tout le monde puisse participer à l'éditorial, mais bien sûr à mesurer par rapport toutes les boîtes n'ont pas forcément un service de communication interne. On voit des clients qui ont effectivement un comité éditorial qui se réunit tous les 15 jours avec 10 personnes. Donc là, c'est évidemment le top du top, mais je pense que c'est pas la majorité de nos clients qui sont structurés comme ça. Donc, pas de pression. Je pense que voilà, c'est important juste d'avoir un relais dans l'entreprise, quelqu'un à qui envoyer les contenus à publier. Après, je sais pour avoir discuté avec des responsables com internes qu'il faut pas non plus être un dépôt de fichiers Word de toute l'entreprise qui va t'envoyer les fichiers à documenter. Ça peut être bien d'avoir un côté participatif, pareil, à mettre potentiellement dans le cahier des charges, que tout le monde puisse suggérer des idées d'actualité pour voilà, que ce soit vraiment le reflet de la vie de l'entreprise. C'est ça. Et mon petit conseil pour les personnes qui ne sont pas forcément entourées d'un comité éditorial complet, c'est de positionner dès le début de l'année l'ensemble des dates clés de votre calendrier éditorial. Hein. Pour le coup, vous pouvez vous inspirer des différents marronniers, de positionner ces dates clés et de préparer vos contenus en amont. Donc, vous pouvez par exemple vous appuyer sur les dates comme l'anniversaire de l'entreprise. À ce moment-là, on sait qu'on va avoir le séminaire avec un mot du président. On va essayer d'essayer de faire en sorte d'avoir le format Word du mot du président pour tout le monde partager le plus tôt possible auprès du service. Voilà, donc pour le coup, je vais vous partager aussi le modèle de calendrier éditorial qu'on a rédigé chez Intranet Inside et qui vous permettra d'avoir les dates clés pour cette fin d'année. En parallèle, maintenant qu'on a vu tous ces éléments, il faut passer à la technique, donc choisir une solution qui va vous accompagner pour les prochaines années. Oui, tout à fait. Je pense que c'est de plus en plus dur de choisir sa solution. Nous, quand on s'est créé il y a une dizaine d'années, c'était d'ailleurs très à la mode de construire l'intranet sur mesure à partir de WordPress ou d'un CMS assez standard. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, dont la nôtre, qui existe pour lancer son intranet. Et je pense qu'il y a toujours cette phase un peu de benchmark avant de lancer son projet, de voir quelle solution choisir. On peut être perdu, on a peur de faire le mauvais choix sur la solution. Donc, c'est important peut-être de regarder les démos, d'en parler à son service informatique pour voir ce qui est possible ou pas possible, si des technos sont imposés. Moi, ce que je vous propose dans le slide suivant, c'est plutôt des questions à se poser pour pouvoir choisir la solution. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez pas connaître toutes les solutions. Par contre, vous savez, est-ce que vous connaissez votre besoin et vos contraintes? Est-ce que vos collaborateurs ils ont un ordinateur? Ou est-ce qu'ils ont qu'un mobile? Auquel cas, il faudrait plutôt choisir une solution mobile first qui est une interface mobile sympa. Est-ce que vous souhaitez quelque chose? Est-ce que vous avez la contrainte de l'héberger chez vous parce que vous êtes une banque, une assurance ou le FBI? Et auquel cas, l'intranet doit être hébergé chez vous? Ou est-ce que vous êtes ouvert à l'héberger en mode SaaS? Est-ce que vous voulez que ce soit juste de la com descendante ou est-ce que vous voulez que ce soit un outil très collaboratif, voire même faire de la gestion de projet? Donc ça, c'est les questions à se poser pour choisir la solution technique parfaite. Et voilà, quel que soit votre projet, est-ce qu'il aura plus une orientation réseau social, digital workplace donc voilà, mais ça peut être un casse-tête cette question-là, donc n'hésitez pas à nous en parler, qu'on puisse vous aiguiller là-dessus. Et pour finir, il faut savoir gérer, donc tout à l'heure, tu en as parlé rapidement, Adrien, mais il faut savoir gérer dès le début du projet son planning de manière méthodique. Oui, c'est ça. Bon, c'est la partie un peu plus, là pour le coup, c'est de la gestion de projet pure, mais souvent on nous demande combien de temps dure un projet intranet. Et surtout, l'autre question qu'on nous pose beaucoup, c'est combien de temps ça va nous prendre. Donc, j'ai envie de dire, comme tout projet au monde, plus on investit de temps, mieux la qualité sera. Néanmoins, voilà, généralement, nous on conseille dans une phase 1 d'un projet un cycle, ce qu'on dit cycle en V, c'est-à-dire d'abord on conçoit, après on produit, un peu comme dans un bâtiment. D'abord un architecte fait un plan et après on va faire les travaux. Là, ça fonctionne un peu de la même manière. Donc finalement, on retrouve un peu les étapes qu'on s'est dit
pendant toute cette présentation, la partie cadrage du besoin, arborescence, maquettage graphique. Pendant la phase développement, c'est là où vous allez aussi devoir, vous allez ne pas pouvoir vous reposer puisqu'il faudra préparer les contenus. Quand le projet sera lancé, il faudra éviter l'effet d'avoir une coquille vide. Donc, pendant que le prestataire met en place le projet technique, vous préparez les contenus, vous préparez le plan de lancement aussi. Je crois que tu en parles après. Et voilà, et puis la phase de suivi. Donc, grosso modo, on conseille un temps de projet entre 2 mois, disons, pour une startup très investie avec des besoins assez standards, jusqu'à 6 mois pour un projet un peu mieux construit, voire voilà, s'il y a une organisation un peu plus lente en administration ou dans un grand groupe, ça peut aller jusqu'à 1 an. Nous, on le conseille pas forcément puisque c'est des projets quand même d'actualité. On a envie d'avoir, enfin, c'est dommage de faire traîner un projet aussi longtemps, surtout que parfois il y a un peu de turnover dans les équipes. Donc, si la personne qui a initié le projet n'est plus là à la fin, voilà, c'est toujours important de maîtriser un planning. Donc, on recommande de pas dépasser 6 mois et si possible de s'investir à fond pendant 3 mois. Tout à fait. En parallèle de toutes ces étapes, vous pouvez également travailler sur tout ce qui est plan d'animation, plan de lancement de l'intranet. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez important pour pas faire un effet soufflé qui retombe. N'oublions pas qu'on n'a jamais 2 occasions de faire une première bonne impression, surtout dans le cadre d'un projet aussi central et stratégique qu'est un projet d'intranet. Alors, comme Adrien vient de le dire, il faut au préalable avoir fixé une date de lancement pour votre intranet et d'essayer au maximum de vous y tenir. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, pour le coup, on vient de le voir. Fixer la date de lancement, ça va vous permettre de vous donner un objectif. C'est comme pour un site web, on se donne une date et on essaye de s'y tenir. En parallèle, vous pouvez faire du teasing pour annoncer que quelque chose va arriver. Donc ces fameux effets coming soon, on le voit aujourd'hui beaucoup à la télévision, Netflix sont les pros pour faire du teasing sur les nouvelles saisons, les séries qui arrivent. Et donc vous pouvez faire exactement la même chose en révélant au fur et à mesure du temps différents éléments pour lesquels vous aurez fait participer l'ensemble de vos collaborateurs, comme par exemple le choix du nom de votre intranet ou le choix du logo de celui-ci. Préparez également l'animation au lancement. Donc voilà, qu'est-ce que vous comptez faire pour animer le jour J, le lancement de l'intranet. Si vous le faites en physique, vous pouvez très bien utiliser des jeux concours ou des photobox pour pouvoir prendre en photo vos collaborateurs et faire en sorte que la photo de cette boîte à photos puisse être automatiquement remontée sur le profil des utilisateurs. Donc, ça vous permet vraiment de gagner en temps et en action parce qu'on le sait très bien qu'aujourd'hui, les intranets qui n'ont pas de photos des collaborateurs, ça a un petit côté un peu déceptif, surtout quand on est à la communication. Mais vous pouvez aussi préparer l'ensemble des éléments, comme par exemple des goodies spécifiques pour l'intranet. Nous, chez Intranet Inside, on a des tasses et des logos, des petits stickers au nom de Denis, qui est notre mascotte. Vous pouvez imaginer la même chose avec votre intranet et préparer aussi tout ce qui est vidéo de présentation avec le mot du président qui va inciter les collaborateurs à se connecter sur l'intranet ou l'email de lancement. Oui, je pense que toute prise de parole aussi, souvent on a la réunion des managers ou l'assemblée générale, c'est aussi des bons moments pour lancer ou faire monter la sauce sur ce type de projet. Maintenant, encore une fois, là, on vous propose quelques bonnes pratiques, mais pas de pression. Il y a peu de clients qui vont voilà, dévoiler tous ces éléments. On peut aussi simplement, la plupart du temps, c'est plusieurs emailing pour annoncer le lancement, une petite vidéo éventuellement. Maintenant, on vous conseille forcément de sortir l'artillerie lourde pour promouvoir cet intranet et puis donner un côté fun et puis créer de la vie aussi dans l'entreprise, parce qu'on est proche de ces sujets-là. On touche à la culture d'entreprise, donc ça vaut le coup de s'amuser aussi et de s'amuser, même si le sujet peut être sérieux de fond. Tout à fait. Et un petit conseil aussi que je vous donne, pour le coup, pour l'avoir vécu dans différents projets, c'est de préparer aussi des contenus autour de la prise en main de l'intranet. Tout ce qui est guide, vidéo, tutoriel, c'est extrêmement important parce que quand on change d'outil, si par exemple vous passez d'une solution comme SharePoint vers une solution autre, comme peut être Intranet Inside, automatiquement, les boutons ne sont pas au même endroit, les éléments qu'on va rechercher ne sont pas aux mêmes endroits. Donc, n'hésitez pas à préparer des contenus stratégiques clés sur cette prise en main du nouvel intranet. Mais si l'outil est simplissime, ça devrait ne pas nécessiter de manuel, donc à voir selon l'outil que vous choisirez s'il est plus ou moins complexe. Et pour finir, il faut mesurer ses actions et faire évoluer l'intranet au fur et à mesure de sa vie. Oui, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose sur lequel qui intéresse peu les équipes projet au départ. La partie statistique, on y pense peu, nous on le voit peu dans les cahiers des charges. Néanmoins, on pense que, notamment en 2023, c'est l'époque où chaque projet doit avoir un retour sur investissement. La direction demande des comptes, demande des KPI. C'est de plus en plus développé comme culture d'avoir des chiffres clés à remonter en reporting.
Donc, évidemment, intégrer un outil de statistique pour faire vivre l'outil, pour voir ce qui marche pas. Est-ce qu'on a touché la France, mais pas les autres pays, les managers, mais pas voilà telle ou telle population. Donc, avoir des outils statistiques assez pointus, ça, c'est vraiment une des conditions de succès du projet, je pense. Et puis, bien sûr, faire vivre le projet avec une maintenance technique et d'être sûr que l'outil fonctionne tout le temps, d'avoir voilà toujours une relation avec le prestataire ou la main sur l'outil pour qu'il puisse vivre. Pourquoi pas développer de nouveaux modules tous les 6 mois pour donner une impression de nouveauté sur l'outil et pas que l'intranet ait un côté périmé. Ça fait partie aussi des bonnes pratiques. Il est temps de passer à la conclusion, Adrien. En conclusion, j'espère que ça vous a apporté c'est assez fourni en 30 minutes. Déjà, on a respecté le timing, le temps d'un café après le déjeuner. Donc, j'espère que ça vous a appris 2-3 choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, même nous donner un feedback. Est-ce que c'était trop complexe, pas assez, trop basique sur les sujets évoqués? On est preneur, nous on aime beaucoup préparer ça, partager du contenu, partager des bonnes pratiques. Donc pour les prochains, on est aussi preneur. Ah mais merci pour les premiers retours sur le chat, c'est très gentil. Et si vous avez des sujets qui vous intéressent pour les prochains, n'hésitez pas aussi à nous les faire parvenir. Voilà. Donc en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi j'en ai une pour toi, Adrien. C'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments clés au niveau de l'année sur lesquels tu vois beaucoup de projets se lancer? Oui, c'est clair. Évidemment, on va pas lancer son projet en plein mois d'août ni le 25 décembre. Donc généralement, on a quand même des fournées la rentrée septembre. Alors évitez peut-être tout début septembre, là où tout le monde dans sa vie perso a pas mal de contraintes et tout le monde n'est pas rentré de vacances. Mais généralement mi-septembre et mi-janvier, c'est vraiment là où tous les intranets sortent. Et puis ça fait sens puisque c'est aussi le moment de créer de l'impulsion auprès de l'équipe. Donc très bonne question. Et d'ailleurs, est-ce que toi qui as aujourd'hui lancé plus de 150 projets, oui, je sais, mais pour le coup, est-ce que pour toi, il vaut mieux commencer plutôt petit en se disant, OK, donc mon intranet, il est plutôt, j'ai des ambitions pour mon intranet, mais je sais qu'aujourd'hui, toutes les fonctionnalités ne vont pas être utilisées. Est-ce qu'il vaut mieux commencer avec toutes les fonctionnalités ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, je vais commencer avec les fonctionnalités clés et puis je vais les ouvrir au fur et à mesure? Je pense que là, on est de plus en plus dans… Je crois que tu sortais une statistique qui m'a beaucoup surpris, que la durée de vie d'un intranet était de 3 ans. Alors, je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai entendu ça, mais c'est une statistique qui est sortie du dernier observatoire Arctus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, notamment Teams a fait un raz-de-marée, donc a remis un peu en jeu certains codes, le collaboratif versus l'intranet corporate. Non, moi, je conseille d'y aller progressif. Ça dépend de l'outil. Si l'outil il n'est pas évolutif, il faut mieux penser à tout au départ. Sinon, faire simple et ne pas se créer des besoins, ne déployer une artillerie lourde alors qu'il n'y a pas de besoin identifié. Donc, nous, on sera toujours dans la simplicité et je pense que c'est en tout cas, nous, notre approche. Très bien. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer de plus en plus les personnes qui sont déconnectées sur l'intranet? Alors ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on fera un webinar assez dédié aux personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qu'on rencontre de plus en plus. Je crois que c'est franchement en 10 ans, c'est ces 6 derniers mois que j'ai vu naître en tout cas, on s'occupe à présent des populations qui sont déconnectées là où c'était moins la priorité avant dans le monde de l'intranet, des personnes qui travaillent en usine, sur le terrain. Voilà, besoin d'avoir le côté mobile, pourquoi pas en écran dans les usines. Ça, on en parlait récemment aussi avec Dylan, que je salue, qui est là pour comment rendre l'intranet accessible à des gens qui n'ont pas d'ordinateur au quotidien. Il y a tout un tas d'astuces à trouver, mais alors là, ça demanderait 30 minutes de plus pour donner plein d'idées là-dessus. D'accord. Très bien. Si, comme je vois que dans le chat, il n'y a pas de questions, je te propose, Adrien, de passer tranquillement mais sûrement à la fin de ce webinaire. Donc, de mon côté, ça m'a fait très plaisir d'animer ce tout premier webinaire avec toi. C'est mon deuxième et c'est mon premier avec toi. Avec plaisir, moi aussi. Bravo pour la présentation. Et puis, merci pour les retours positifs sur le chat. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos complémentaires, vous nous contactez. Est-ce qu'on a un contact à donner? On peut donner justement l'adresse classique hello@intranetinsight.com. Merci Caroline aussi pour tes retours. Merci à tous. Merci Salomé. Et puis, bonne journée à tous. Bon courage pour l'après-midi. Et puis, n'hésitez pas à revenir à nous si vous avez des questions. Ce sera un plaisir d'y répondre, soit par mail, soit directement sur LinkedIn. À bientôt tout le monde. À très bientôt. Au revoir.